pour arriver à coucher à la maison. Donc, en fait, mes enfants ont 17 ans, 7 ans, 5 ans et 2 ans et demi. Voilà, donc le premier, comment dire, j'ai fait aucune préparation à l'accouchement. J'avais 22 ans, tout va se passer très bien tout seul. Et ben non, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu aucun choix. Hein, j'ai passé ma journée sur une table, les pieds dans les étriers, devant une porte avec plein de gens qui passaient. Ça va? Oui, oui, ça va. Voilà, et puis avec, sur la fin, je ne sais plus combien de personnes dans la salle qui parlent entre elles, qui me disent tout ce que je dois faire. Ouais, peut-être une dizaine de personnes, c'est l'idée que j'en ai. On me posait une péridurale alors que je ne la demandais pas. On a mis 3 fois à me la poser, parce qu'on la ratait à chaque fois. Et tu ne l'avais pas demandé? Non, j'en voulais pas, parce que je gérais bien. Mais au cas où, on va vous la poser. Allons-y, ils savent mieux que moi. Ils ont fait des études, ils ont l'habitude. Moi, c'est la première fois que j'accouche. Donc j'ai subi du début à la fin. Voilà, donc ça a fini. Parce qu'on me disait pousser madame, pousser quoi, je ne savais même pas, puisque je ne sentais plus rien. Donc avec des personnes qui m'appuyaient sur le ventre, et ça a fini avec une épisode des forceps. Voilà. Sur le moment, ça m'a convenu, parce que le lendemain, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est super, on sent rien, tout se passe bien. Avec la réflexion, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est pas normal, il n'y a rien de normal dans tout ça. Que je me suis sentie enceinte, je me suis pas posé de questions en fait, c'était évident pour moi. Voilà. Et en fait, je voyais même pas d'autre chose, quoi. Voilà, enfin, j'en étais arrivée à un moment de ma vie où pour moi, c'était plus de l'ordre du choix, c'était déjà fait. Je sais pas trop comment l'exprimer autrement que comme ça. Et puis, voilà, première échographie, et j'ai vu apparaître sur l'écran les 2 petits fœtus. Et donc, aussi parce que j'avais évolué dans ce milieu-là pendant plusieurs années, j'ai tout de suite su ce que ça voulait dire aussi. J'ai tout de suite su qu'aucune sage-femme, même Geneviève, qui pourtant prend beaucoup de risques, enfin qui ose, qui sait prendre des risques, je savais que je ne pourrais pas être accompagnée, et que non, il fallait que je fasse le deuil de ce projet. Voilà. Voilà, donc ça a été très difficile parce que justement c'était plus quelque chose qui était en réflexion, c'était quelque chose qui était comme un désir très établi en moi, quoi. Voilà, quelque chose qui était complètement naturel, complètement établi, qui était... Et du coup, le fait d'envisager autrement les choses, là, pour moi, c'était compliqué, quoi. Parce que du coup, j'étais sûrement pas préparée à vivre ça autrement. J'étais suivie à l'époque par une gynécologue à Soyaux qui m'a fait les premiers mois de suivi, et rapidement par rapport à notre projet d'accouchement totalement physio avec projet de naissance transmis à la maternité qui nous accueillerait, rapidement on a vu que ça n'allait pas coller avec la gynécologue qui nous suivait, qui elle était une très bonne technicienne apparemment, mais humainement ne correspondait pas du tout à ce qu'on souhaitait. C'est-à-dire que c'était que du technique, toutes les questions que je pouvais poser, j'avais même pas de réponse. C'était pas une réponse à côté, elle faisait même pas attention aux questions que je posais. Et j'avais que des données, bon voilà, il mesure tant, il pèse tant, votre tension tant, bon. Jusqu'au jour où j'ai carrément eu, ça devait être l'avant-dernière échographie, vous allez avoir un gros bébé qui fera plus de 4 kilos, donc je déciderai du déclenchement. Et ça sera une césarienne. Mon fils à ce moment-là a mis un coup de pied, on va savoir pourquoi. Donc j'en ai profité pour dire à la gynécologue, ça n'a pas l'air de plaire à mon enfant, et là elle s'est adressée à mon ventre en disant, mais mon petit père, c'est pas toi qui décides ici, il n'y a que moi qui décide. Bon, j'y suis plus jamais retournée. Les futures mamans, elles ont tendance à se dire, bon bah, c'est l'équipe médicale qui sait. Et du coup, ça leur fait perdre un peu leurs moyens, et elles perdent confiance en elles. Même si elles ont eu un petit peu, qu'elles ont compris un peu le système de la confiance, de la nature qui est bien faite. Hein. Si l'équipe médicale prend un peu trop le dessus, c'est vrai qu'elles ont vite tendance à perdre pied.
et à laisser faire, du coup, l'équipe médicale plutôt que la nature. Donc j'ai pris le temps de la réflexion. J'ai rencontré d'autres mamans parce que quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais pas d'autres mamans de mon âge dans mon entourage. J'ai rencontré la Leche League. Voilà, donc au niveau de l'allaitement aussi pour mon premier enfant, comme j'ai accouché le soir, ils me l'ont enlevé la nuit en me disant faut que vous vous reposiez. Et le matin, on m'a appris qu'il avait pris des biberons dans la nuit par exemple. Voilà, donc pas d'allaitement. Donc je suis là, j'avais tout vu, j'avais vu l'accouchement, j'avais bien prévu l'allaitement, mais encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu puisque ma fille est née à 7 mois et demi. Voilà, donc on avait fait une préparation à la naissance par autonomie avec Madame Mulman, on avait commencé à préparer notre projet de naissance. Mademoiselle, on a décidé autrement puisqu'à 34 semaines, elle a pointé le bout de son nez. Donc là, on n'a pas le choix de la maternité. Voilà, donc on a été à Girac. Mais là, par contre, on a quand même eu du personnel qui nous a laissé gérer ce qu'on voulait toute la journée. Et c'est juste au moment de l'expulsion où on n'a pas eu trop le choix, parce que c'était un petit bébé et que, voilà, à 34 semaines, on ne sait pas trop comment va être l'enfant, donc il faut vite le faire sortir pour s'assurer que tout va bien. Mais mis à part ça... ça s'est quand même bien passé. Et au niveau de l'allaitement, j'ai su aussi m'imposer. Puisqu'avec un bébé de 34 semaines, on vous met en néonate. Donc je me suis dit là, ils vont pas me refaire le coup 2 fois. Donc voilà, j'avais quand même eu 10 ans entre-temps. Où moi, je m'affirmais personnellement et où je pouvais dire à quelqu'un oui, mais votre enfant ne prend pas de poids. Oui, mais moi, j'ai du lait. Donc je vais faire comme moi je le sens en tant que maman. Voilà, depuis avoir ce pouvoir de quelqu'un parce qu'il a fait des études... de médecine qu'il sait plus que moi. Donc là, j'ai réussi à tenir tête et à gaver mon enfant le dernier jour pour pouvoir sortir et faire ce que je voulais chez moi. Voilà. Du coup, 21 mois plus tard, j'ai eu mon 3e enfant. Donc encore 21 mois, encore une expérience supplémentaire. Voilà, passer les 35 semaines où on a le droit d'accoucher où on veut, j'ai dit à mon gynécologue, je n'irai pas accoucher dans la maternité où vous pratiquez. J'irai à Cognac. Voilà. Donc il m'a dit, mais vous savez, il y a des gens très ouverts dans la maternité où je travaille. Donc j'ai dit, ok, je vais les rencontrer. Donc on avait prévu notre projet de naissance. Cette fois, on a eu le temps de le mettre sur papier. On est allé rencontrer une sage-femme en semaine dans la maternité qui nous a gentiment dit, écoutez, revenez le vendredi soir parce que dans le week-end, on n'a pas de déclenchement. Donc on avait la réponse à toutes nos questions. On ne reviendra pas. Voilà, du coup, on a été à Cognac où, quand on a présenté notre projet de naissance, pour elle, c'était même pas la peine que ce soit écrit puisque c'était ce qu'ils pratiquaient pour chaque naissance. Voilà, donc moi, mon souhait, c'était qu'il y ait pas plus de 2 personnes dans la salle, enfin, en dehors de moi et du papa, mais je voulais juste qu'il y ait une sage-femme, à la limite une puère, mais pas plus de personnes. Et surtout qu'on me laisse faire... ce que je veux, qu'on arrête de me parler, de me dire ce que je dois faire. Voilà, donc le jour J, je suis arrivée, on m'a laissé gérer toute seule tant que je pouvais dans la chambre. C'est moi qui ai décidé le moment où j'allais dans la salle d'accouchement. Et voilà, je ne suis pas montée sur la table, j'ai accouché debout. Il y avait juste une sage-femme qui était assise dans un coin parce que je lui ai dit, vous essayez là, vous me foutez la paix, je gère bien mon truc.
Voilà, elle a juste attrapé mon fils quand il est sorti. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi faire 30 minutes de voiture avec des contractions pour faire quelque chose que je peux faire chez moi? Donc le suivant, qui est né 3 ans plus tard, j'ai contacté sage-femme de Périgueux. Parce que sur Angoulême, on n'a personne qui pratique les accouchements à domicile. C'est difficile pour les sages-femmes, parce qu'elles ne sont pas assurées. Elles travaillent un peu dans l'illégalité, puisqu'on leur demande des assurances qui sont le même montant que ceux des gynécologues, sauf qu'il se trouve que c'est leur chiffre d'affaires, donc pour elles, c'est pas possible. Voilà, donc sur Angoulême, on a le choix de la sage-femme de Mel et les sages-femmes de Périgueux. Il y en a une à Bordeaux aussi. Bon, pour moi, c'était celle de Périgueux, voilà. Et je lui ai prévenu le matin que je sentais qu'il se passait quelque chose. Donc elle s'est déplacée alors que voilà, je ne savais pas trop. Et puis finalement, elle est restée toute la journée à la maison. Et puis il ne se passait rien. Donc elle s'est dit, je vais rentrer chez moi. Et au moment où elle a fait son sac, je lui ai dit, non, tu ne pars pas. Et 1h15 plus tard, mon 4e enfant était né. Voilà, donc pareil, elle était assise sur ce canapé, dans un petit coin. Moi, j'étais à l'autre bout de la pièce, je gérais mon truc. Et puis, comme pour Mathias, il est juste venu pour attraper mon bébé. Voilà, mon cheminement. Donc, je suis allée au bout de mes démarches, je n'aurai pas de 5e enfant. Et à cet instant-là, j'ai passé l'échographie avec une personne qui m'a dit des choses absolument abominables. Quand elle a vu apparaître alors, avant qu'elle me pose la sonde, le petit appareil, le petit appareil sur le ventre. Avant ça, évidemment, j'ai eu 3 petits questionnaires habituels de première échographie. Donc, à quelle maternité j'étais inscrite, etc. Enfin, tout un tas de questions protocolaires. Et évidemment, je ne rentrais pas dans les cases. Voilà, puisque mon projet à moi, il n'entrait pas dans sa grille à elle, quoi. Donc je voyais bien que ça la perturbait et qu'elle n'était pas du tout d'accord et que en plus, je pense que mon naturel et le fait que j'en étais pas au moment du doute, j'étais pas dans le questionnement, justement, c'était quelque chose pour moi qui était complètement comme ça, naturel. Je voyais bien que ça aiguisait encore plus son mécontentement, vraiment c'était flagrant. Et à l'instant où moi j'ai vu l'image de ce qui se passait dans mon ventre et où j'ai compris ce qui se passait pour moi dans mon projet, là j'ai senti vraiment de la méchanceté, alors que j'ai senti qu'elle était contente et qu'elle pouvait démolir mon projet. Et elle a dit des choses absolument abominables. Elle a rigolé déjà. Elle a rigolé, une espèce de ricanement méprisant, très très méprisant, en me disant « Oh, le projet de naissance à la maison, enfin, voilà, c'était... Et voilà, elle était partie, le disque était en route, et elle a monologué comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, me dire des tas d'atrocités dont j'ai oublié plein de choses, heureusement, mais... En gros, elle a commencé par me dire que j'avais des raisons effectivement d'être effondrée, parce qu'elle voyait bien que j'étais effondrée, qu'effectivement les êtres humains ne font pas des portées, que ce sont les mammifères animaux qui font des portées, que c'est donc effectivement, elle comprend bien mon effondrement, parce qu'effectivement mettre au monde deux bébés d'un coup, il y a quelque chose d'animal là-dedans et de pas très humain. Et tout ça, c'est suivi de tout un monologue sur le fait que la grossesse gémellaire était forcément une grossesse à risque, donc avec un besoin de forte médicalisation, et qu'elle commençait à me citer des tas de listes, comme si j'allais sortir mon calepin là tout de suite maintenant pour noter les coordonnées des maternités où il fallait que je cours m'inscrire en sortant de chez elle. Voilà, alors elle m'a sorti les noms des maternités les plus médicalisées de Paris. J'étais à Paris, moi, à cette époque-là. Voilà. Donc j'en ai oublié. Hein. Beaucoup. Et je suis sortie de là, effectivement, complètement effondrée, quoi. Voilà. Ça a été un moment... c'était vraiment le moment... un moment que j'oublierai pas. Ce moment, pour plein de raisons, parce que d'abord c'est le moment où j'ai découvert que j'avais
des jumeaux dans mon ventre. À la fois, c'était un moment vachement fort parce que ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi les sensations que j'avais. Enfin voilà, j'avais des sensations et j'avais des trucs que je comprenais pas dans mes sensations, et quand j'ai vu, j'ai compris. Voilà, j'ai compris la corrélation entre le ressenti intérieur et voilà, et la conscience de ce qui se passait vraiment. Voilà, un moment fort parce que ça a été vraiment un virage vachement important dans ma vie, puisque ça m'a vraiment éjecté d'une trajectoire dans laquelle j'étais. Ça m'a fait vivre, ça m'a vraiment projeté dans un autre monde que celui dans lequel j'évoluais et pour lequel c'était là-dedans que je pensais continuer à évoluer, et donc ça m'a vraiment projeté hors de cet univers-là, que j'ai été très consciente de ce qui se passait, de tous les enjeux qui étaient en train de se passer à ce moment-là, et aussi extrêmement, j'ai eu un moment vraiment, j'ai mis plusieurs semaines à me remettre aussi du choc humain, quoi, de la relation humaine à ce moment-là, quoi. Voilà. Je leur propose aussi, à travers ces mobilisations, justement, de continuer à bouger, même avec une péridurale en place, pour ne pas, déjà, ne serait-ce que pour avoir l'impression d'être active. Et puis, c'est pas qu'une impression, puisque vraiment, ça va aider le passage du bébé dans le bassin. Mais aussi pour ne pas trouver trop le temps long, pour être avec son bébé, pour simplement accompagner le moment, sans avoir cette douleur, cette intensité qui gêne la maman, mais en étant tout à fait dans l'accompagnement juste avec le bébé, ne pas perdre d'idée qu'elles sont en train de donner naissance, et ça, c'est pas une évidence. Oui. Le choix de pas d'épisiotomie. Ah oui, vous en avez pas parlé du tout. Est-ce que c'est parce que effectivement c'est un choix très très limité? Voilà, très limité. Très limité. Du coup, il y a peu de personnes qui y arrivent à. Non, je crois qu'on peut pas faire valoir ça, mais on peut pas réellement faire un choix d'épisio, de ne pas avoir d'épisio. On peut leur proposer de mettre toutes les chances de leur côté, en massant leur périnée, en assouplissant, en sachant bien qu'on peut pas, c'est le moment venu où on verra s'il y a besoin ou non de pratiquer l'épisiotomie. C'est pas à l'avance qu'on peut le prévoir, en sachant qu'un périnée qui est assoupli justement par les massages préalablement faits pendant un bon mois à l'avance vont permettre au périnée évidemment de s'étirer beaucoup plus facilement, avec éventuellement une poussée un petit peu moins violente que la poussée en bloqué, avec une poussée un peu contrôlée, avec une expiration, permet au périnée aussi de se déplier un peu plus facilement. Voilà, mais effectivement, sur un projet de naissance, c'est difficile de faire apparaître ce genre de choses. Marquer, je souhaiterais que, si, on peut toujours le noter. Ou simplement noter aussi que, j'ai bien massé mon périnée, je souhaiterais que vous attendiez au maximum pour couper. Merci. Oui. Bon, après, les sages-femmes en général sont quand même sont attentives à ça, sont quand même globalement des femmes. Je crois que quelque part il y a quand même une conscience d'être le moins traumatisant possible, surveille, voit ce qui se passe, et quand malheureusement il y a besoin pour une raison X, ça peut être une souffrance, il faut aller un petit peu plus vite. C'est aussi à la femme après d'accepter que ça puisse se passer ainsi. Voilà, donc il faut aussi préparer à ça. Et puis, bien sûr, quand c'est possible que ça s'ouvre, que ça s'emplit bien comme il faut, il n'y a pas lieu d'intervenir. Donc je pense que quand même, les collègues ont
un grand respect de ce côté-là et que le coup de ciseau est quand même fait que lorsqu'il est vraiment nécessaire. Hein, je crois que là aussi, il faut que la confiance soit un petit peu là. Hein, voilà. C'est toujours un peu dans ce sens-là. Hein, je pense pas qu'il y ait tellement de... Même, on vient d'avoir la semaine dernière deux élèves sages-femmes, et même en CHU, il y a quand même beaucoup de respect de ce côté-là, très peu d'épisio, donc voilà, il y a des choses quand même qui avancent, et ce respect est quand même de plus en plus présent. Nous sommes arrivés là-bas, devait être 2h du matin, quelque chose comme ça. Et effectivement, avec le petit test de la bandelette, il s'est avéré qu'il y avait une fissure de la poche des os. Et nous étions 4 femmes cette nuit-là, dans le même cas. C'était une lune rousse. Apparemment, les sages-femmes établissent une corrélation. Et donc, il n'y avait plus qu'à attendre. Ils ne nous ont pas renvoyés à la maison. Hein. On est restés là. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Et on est, malgré tout, bien que ce soit Cognac, clinique amie des bébés, enfin maternité amie des bébés, on commence à rentrer dans une certaine médicalisation. Parce que qui dit fissure de la poche des os, dit risque bactériologique pour l'enfant, donc antibiotiques et déclenchement. Alors la plupart des maternités, c'est 24 heures maximum après la fissure si le travail ne s'est pas mis en route. A priori, à Cognac, ils vont jusqu'à 48 heures avant d'enclencher un déclenchement. Et, sauf que le problème, c'est que vu qu'on était 4, le service était bien occupé parce qu'il y avait aussi des accouchements normaux, sans fissure de la poche des os. Donc je crois que c'est le vendredi matin où on me place une sonde, un petit ballon, pardon. Un petit ballon parce que je voulais pas de déclenchement à l'ocytosine, pas de produits chimiques. Et donc c'est vraiment pas très agréable. Hein. On introduit un petit ballon qu'on gonfle pour irriter le col en fait, que le travail se mette en route de façon artificielle. Et j'ai dû commencer à avoir un travail le vendredi soir, dans la nuit du vendredi à samedi, je crois. Voilà, alors j'étais dans ma petite chambre, non pas de travail, mais ma chambre, la chambre maternité, avec ma petite bougie, ma musique, j'avais ramené ma chaîne, mon coussin d'allaitement, ma petite couverture, les petites huiles essentielles, tout le confort pour retrouver le petit cocon. Ça a été très très bien accueilli à Cognac. Et puis, le travail commence, douloureusement, mais comme pour tout le monde, je pense. Et quelques heures après, je suis transférée en salle de travail. Et c'est là que ça se complique, parce que malgré des douleurs, alors pas forcément des douleurs de contraction, mais une douleur très très aiguë dans l'aine, le travail est très lent. Voilà. Au bout d'un moment, je craque, j'ai le droit à la péridurale, avec toujours ces mêmes douleurs. Là. Et malgré la péridurale, et surtout finalement à cause de la péridurale, les contractions ont fini par s'arrêter, parce que j'ai dû rester 6 heures sous péridurale. Et le col s'est dilaté à 9 et s'arrêtait là, en fait. Donc là, on m'a, j'allais dire proposé, mais non, j'ai pas eu le choix, on a arrêté la péridurale, et on a déclenché l'ocytosine, pour qu'il y ait des contractions et que le travail puisse continuer. Donc, déclenchement de l'accouchement, on doit être à 10 heures du début du travail, je pense, là. Oui, bien tassé. Donc la contraction, pour le coup, hyper douloureuse, parce que finalement, moi, j'en ai jamais ressenti, donc mon corps s'est pas préparé à cette douleur-là de contraction. Donc là, c'est assez violent avec l'ocytosine. Le travail reprend, pas suffisamment. Et là, ça dure. Et au bout de 19 heures de travail, le gynécologue vient. Il dit, bon, là, ma petite dame, ça va être la ventouse parce que tout le monde commence à se fatiguer, c'est plus possible. Alors moi, je ne bougeais plus depuis plusieurs heures. J'étais sur le côté ou sur le dos, je ne sais même plus.
Moi, j'imaginais la ventouse comme pour déboucher les toilettes. Je sais pas, quelque chose en silicone. Bon. Finalement, c'est quelque chose en métal qui est large comme ça et qu'on introduit, qui est froid et qu'on introduit dans l'utérus. Donc là, je passe d'une petite salle où je suis seule avec mon conjoint et de temps en temps une sage-femme ou une infirmière qui passe, à une salle où il y a 4-5 personnes. Là, je sens que mon gynéco, il rigole plus du tout. Hein. Là, tout le monde est là, en position, une salle avec des lumières partout, froides. Dans les salles d'opération, il fait très froid. Et là, la ventouse, c'est un truc... c'est horrible. Il n'y a rien de plus douloureux. Déjà, l'introduction de la ventouse, mais surtout quand on tire. C'est horrible pour soi, et puis on imagine aussi que c'est assez horrible pour l'enfant. On l'extrait violemment, comme ça. Et ça ne fonctionne pas du tout. 2 essais. Alors par la suite, mon conjoint a été très choqué parce que lui, il était là. Hein. À Cognac, c'est autorisé en salle d'opération. Il était là à me tenir la main et il m'a dit « j'ai vu du sang gicler ». Quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui l'a traumatisé. Et la ventouse ne fonctionnant pas, pardon. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu une hémorragie parce que j'ai appris après que j'avais fait une hémorragie. Et quand je pense à ce sang qui a giclé, je me dis « bon, ben, peut-être que ça a déchiré quelque chose, cette ventouse ». Et là, en 2 temps 3 mouvements, le gynéco annonce bon ben césarienne en urgence. Et alors là, c'est l'affolement, on ne sait plus ce qui se passe. Et là, je suis ligotée. Pour pas bouger, en fait, hein, pendant la césarienne. Bras, jambes, alors la sonde urinaire qui est brassée. Quand il commence à m'ouvrir le ventre, je dis est-ce que c'est normal que je chante tout? Ah non, bon, c'est pas normal. Donc là, j'ai dû avoir des opiacés ou de la morphine. J'ai eu le masque un petit peu pour qu'on augmente les antidouleurs, pour pas que je sente. Et on a tellement bien augmenté qu'à un moment, ma mâchoire s'est bloquée. Donc j'informe l'anesthésiste et là, je sens un vent de panique. C'est remonté. Là, il y a urgence. Là, on m'anesthésie totalement. Voilà. Et tant mieux quelque part parce que la césarienne, même si je n'avais plus les douleurs, je sentais tout, je sentais quand il s'écartait, j'avais un inconfort. C'était pas une douleur, sensitive, mais c'était une douleur d'inconfort, d'écartèlement, je sais pas trop comment je peux mettre des mots là-dessus. Et puis en plus, avec toutes les perfusions que j'avais depuis 20 heures, je diffusais. Mes veines étaient toutes réduites avec la fatigue, et donc j'avais les mains gonflées comme ça, j'ai été piquée, je ne sais pas combien de fois. Donc c'est des petits détails, hein, mais ça, ajouté à ça, c'était assez violent. Voilà. Là, autant dire que mon conjoint, il est déconfit, il n'y a plus personne. Bon, il me tient la main, mais bon, c'est important qu'il soit là, c'est rassurant. Surtout que, vu qu'il y a césarienne, c'est lui qui va avoir mon fils en premier, faire le pot à pot, donc c'est super qu'il soit là. Et en fait, je reprends mes esprits au moment, je pense, où Sacha est sorti. Parce qu'en fait, on m'a posé mon fils quand même, j'ai oublié de le dire. Quand il a été mieux, avant qu'on le donne au papa, on me l'a posé sur le ventre. Et là, évidemment, c'est un moment magique. Et lui, tout de suite, il a levé la tête, il a rampé pour téter. Mais vu que j'étais pas suffisamment en forme à ce moment-là pour lui donner le sein, j'ai demandé comment ça va se passer pour l'allaitement. On m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il était avec papa, et que moi, quand j'irais mieux, je pourrais retourner dans la chambre. Et il a quand même fallu, je crois, presque 2 heures pour que j'aille mieux, que ma température remonte, ma température baisse parce que j'avais de la fièvre, mais que ma sensation de froid s'estompe. Et finalement, on me l'a amené dans cette salle-là de réveil pour que je puisse l'allaiter. Donc là, c'est fantastique. Hein. Là, on oublie tout ce qui s'est passé avant, on oublie la douleur. En plus, on est encore un peu sous les anesthésiants, donc tout va bien. Et puis, je me souviens de ce gynéco qui passe. « Hé, au fait, ma petite dame, j'avais raison, 4,960 kg !» Ils avaient fait des petits pronostics dans le service, c'était un peu l'événement, ils ont rarement des aussi gros bébés. Donc voilà, c'était rigolo, qui dédramatise ça par ce petit jeu-là entre eux.
que nous, on cherche à faire par les préparations à la naissance qu'on propose. Maïté en aptonomie et moi en sophrologie. On propose aux mamans effectivement de se placer à l'écoute de leur corps et donc de ce moment fabuleux de la naissance pour justement prendre confiance en leur corps, en la nature qui a bien fait les choses quand même à la base pour donner naissance à leur bébé. Voilà. L'entourage peut être un soutien comme peut être un petit peu un poids. Tout dépend comment est présentée la naissance. Voilà, je pense que nous, en tant que professionnels, on présente la naissance sous un aspect plus positif. C'est le but un petit peu, pour redonner confiance et non pas plomber la situation. Et voilà, on insiste beaucoup sur le côté positif et en apto et en sophrologie, bien sûr. Oui. Alors que l'entourage peut un peu noircir le tableau d'une naissance. Voilà, donc, avant tout, c'est une affaire de couple, d'enfants. Oui, c'est la triade, voilà. On est bien d'accord. C'est la première chose. Moi, je pensais après, il y a des familles proches, familles proches. Mais il y a le noyau, cette famille qui se construit, cette triade qui se met en place. Après, il y a des satellites, effectivement, autour, qui peuvent être des personnes ressources, parfois insoupçonnées, qu'on peut découvrir pendant une grossesse. Mais le premier lien, c'est le petit triangle, c'est père, mère et enfant. Voilà. Et après, les choses s'ouvrent. Et parfois de façon insoupçonnée, comme une grossesse, c'est la découverte de beaucoup de choses. Ça peut être une personne autre, ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère qui fait office de maman qui n'est plus présente, ça peut être la psycho, ça peut être la sage-femme. Voilà, oui, effectivement, il y a... Ce sont souvent des figures féminines pour les femmes, mais il y a autre chose. Il y a plein de choses qui se passent sur une grossesse, dans ce devenir père et mère. Dans ces racines qui s'installent, il y a plein de choses à découvrir. Après, Maïté, elle ne voit que des couples effectivement avec des papas qui sont très présents. Moi, en sophrologie, je prépare des futures mamans dont les conjoints n'ont pas forcément la volonté non plus de s'investir tout le long de cette grossesse. Dont le côté paternel n'est pas encore très développé et qui n'ont pas la volonté ni de poser leurs mains, ni d'accompagner ni d'accompagner leurs femmes finalement au cours de préparation à la naissance. Voilà, ils se cantonnent ils sont gentils, ils viennent quand même à la séance qui leur est proposée pour les papas. Mais c'est vrai, il y en a qui n'ont pas la volonté d'intervenir plus que ça. Voilà. Donc chacun est libre, encore et même du côté des conjoints, ma foi. En salle de naissance, il y en a certains qui préféreraient laisser leur place soit à la future grand-mère, soit... voilà, la société veut qu'ils jouent leur rôle de papa bien avant l'heure et c'est pas toujours facile pour tous. Voilà, ça aussi je crois que c'est à respecter. Bien sûr. À partir du moment où le couple arrive justement à discuter à ce sujet, chacun garde sa liberté et on n'impose rien du coup au conjoint. Voilà. C'est une chose qu'il faut évoquer, effectivement. L'espace affectif peut aller au-delà de la pièce où le bébé est né. Il peut être en dehors. Il peut être très présent aussi, d'une autre façon. Mais voilà, que chacun soit à sa juste place, ça se fait. Mais c'est vrai que le fait de l'évoquer, le fait on autorise des choses, on ouvre des choses. C'est vrai qu'en apto, ça se pose beaucoup moins, parce que le père souvent a une place, il a bien envie de la tenir, mais il sait aussi que quand c'est nécessaire, il peut être de l'autre côté de la porte, dans un espace qu'on dit affectif et qui est réel. Voilà. D'autres choses à comprendre. Il y a qui souvent les gens comprennent très vite. C'est quelque chose qui fait écho. Penser à quelqu'un, évoquer quelqu'un, être avec quelqu'un, non pas dans le physique, dans la proximité, mais un petit peu plus loin. Ça se... Avec le cœur. Ouais, c'est ça. Tout à fait.
il me semble que j'ai pu m'entourer de gens qui m'ont permis de vivre cette grossesse et du coup cet accouchement d'une manière en essayant de respecter le plus possible la conscience que j'avais de tous les enjeux, de tout ce qui se passe à ce moment-là. Je me suis entourée d'un obstétricien et d'une sage-femme, donc du coup j'ai continué à être un peu suivie par Geneviève, qui était aussi une amie. Mais j'ai décidé en discutant avec elle, hein, ça s'est fait petit à petit. Mais petit à petit, au cours de la grossesse, j'ai décidé de voir un obstétricien en plus, parce que c'était un obstétricien qui pouvait me suivre jusqu'à l'accouchement et être là au moment de l'accouchement, qui était un obstétricien je savais qu'il pouvait respecter, qui pouvait entendre vraiment et être même partie prenante d'un accouchement le plus naturel possible, quelles que soient les circonstances. Voilà. Et puis la dernière échographie, quand je suis retournée vers cet obstétricien, bon, je me doutais un peu parce qu'à la dernière échographie, les petits n'étaient pas tête en bas. Ils étaient tous les deux un peu comme ils pouvaient, quoi, mais pas la tête en bas. Donc je sentais bien qu'ils n'avaient plus de place pour bouger. J'étais à 6 mois, j'étais comme ça. Ouais, tout le monde pensait que j'étais vraiment sur le point d'accoucher, alors que j'étais qu'à 6 mois de grossesse, quoi. Donc je sentais bien la dernière échographie que c'était pas gagné entre la dernière écho et l'accouchement qu'ils puissent bouger, quoi, parce que je sentais bien que c'était très 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 serré. Dès qu'ils bougeaient, à ce moment-là, j'avais mal, quoi. Je commençais à avoir mal. Donc je suis allée voir l'obstétricien en me doutant un petit peu du verdict, et effectivement il m'a annoncé là que je ne pourrais pas accoucher par voie naturelle. Voilà. Ouf. Donc encore une fois de plus, un grand éloignement de mon vrai désir, quoi. Alors là, vraiment, heureusement que je me suis entourée, qu'il y a eu cette évolution durant la grossesse qui a fait que petit à petit, j'ai accepté la situation et que du coup, je me suis entourée de personnes en qui je pouvais avoir confiance et qui pouvaient être vraiment accompagnantes. Aussi, par rapport aux nécessités médicales qui se présentaient, mais aussi et surtout, aussi humainement, quoi, parce que eux ont bien compris par rapport au projet de départ et par rapport à ce que j'étais en train de vivre. C'était des gens qui étaient vraiment à l'écoute de ça et qui ont vraiment vraiment tout de suite compris l'état de tristesse, de chagrin, de deuil. Voilà. Donc, ce projet de naissance, voilà. Voilà. Donc, donc il y a eu beaucoup de choses pendant cette grossesse difficiles à vivre, mais profondément douloureux, même par rapport à des choses très intimes qui dépassent le cadre finalement de l'événement en lui-même, qui correspondent à des choses, des grands mouvements que j'avais fait à l'intérieur de moi, qui m'avaient mis dans certaines voies de vie. Donc ça a été vraiment cette grossesse pour moi a vraiment été vraiment un tournant dans ma vie. Vraiment. Je crois qu'une grossesse, c'est souvent ça. C'est souvent un tournant dans la vie d'une femme, de toute façon. Pour différentes raisons. Et moi, c'est vrai que dans mon cas, c'est... Outre le fait de devenir mère, c'est aussi qu'effectivement, ça m'a fait vivre une expérience complètement aux antipodes de quelque chose qui correspondait vraiment à un mouvement de vie, quoi.
Je sais pas trop comment l'exprimer, je sais pas si c'est très clair. Pour moi, c'est clair. Mais néanmoins, dans tout ça, dans tous ces... ces successions de deuils à faire pendant cette grossesse, qui sont des deuils personnels finalement. Voilà, c'était des deuils qui étaient des choses à faire par rapport à des convictions, à des choix donc très antérieurs, etc. Donc ça touche ma personnalité. Et à la fois, c'était le moment d'accueillir la vie. Donc, et là, il y a, de toute façon, dans une grossesse, je crois qu'il y a, nous, en tant que femmes, on touche souvent ça, hein, cet effacement de soi, cette abnégation de soi, où on est au service de la vie qu'on accueille. Donc, il y avait ça aussi, il y avait cet état-là, quoi. Cet état... et je pense que ça m'a aidée. Ça m'a vraiment aidée à dépasser l'ego. C'est une forme de lâcher prise, Ouais. tu veux dire un peu? Ouais. Et puis c'est là où vraiment je remercie la vie, et je remercie Geneviève d'avoir pu me donner ces pistes de cet obstétricien, et lui de m'avoir conseillé d'aller voir cette sage-femme, parce qu'effectivement, j'ai donc accouché par césarienne dans une maternité, rien à voir avec une maternité au naturel, hein, une maternité tout ce qu'il y a de plus sécurisé, on va dire. Une maternité privée, puisque donc j'étais dans une maternité qui était en partenariat avec cet obstétricien. En fait, moi, j'avais pas trop le choix après des maternités. Voilà. Alors voilà, donc du coup là, j'ai pas pu être accompagnée de mon compagnon au moment de l'accouchement. Donc là, c'est le protocole de la maternité qui s'y opposait, malgré que mon obstétricien a essayé d'adoucir la chose, mais il n'y a pas eu moyen. Et heureusement que j'avais vraiment eu le temps d'établir confiance avec cet obstétricien et avec la sage-femme avec laquelle il travaillait. Donc elle a été là. Je savais que pour elle, c'était très 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 pénible d'être présente au moment d'un accouchement par césarienne, parce qu'on avait eu le temps d'en parler, et je savais que pour elle, c'était difficile. Mais elle m'avait vraiment proposé d'être présente, parce qu'elle savait ce que je vivais à ce moment-là. Et vraiment, je remercie. Je pense toute ma vie, j'aurai cette gratitude-là, quoi. C'était vraiment... C'était le côté positif de cette expérience. Ouais. Là, il y a eu... Alors, en plus, ça fait écho aussi, moi, à tout ce que je vivais depuis des années au niveau de l'accompagnement des femmes. Parce que cette femme-là, cette sage-femme, elle a été là-dedans, quoi. Complètement, quoi. Elle a fait fi de ses propres... Habituellement, elle accouche... Quand il y a un accouchement par césarienne, généralement, elle n'est pas là. Voilà, c'est ses choix à elle. Et là, vraiment, elle m'a proposé sa présence parce que, là, c'était vraiment par... C'était un lien affectif. Voilà. Et elle a été vraiment impressionnante elle a vraiment déversé... Vraiment, c'était impressionnant parce qu'elle me tenait les mains et elle a plongé ses yeux dans les miens pendant tout le temps. Et je voyais plus que ça. Je voyais plus que c'était comme un immense écran. Quand on accouche par césarienne, on est malheureusement, heureusement et malheureusement sous anesthésie. Donc locale pour moi, j'avais choisi d'être juste anesthésiée localement. Mais malgré tout, c'est des anesthésies très fortes, très puissantes, et même si c'est que local, on est quand même un peu parti, hein, faut le dire. Donc dans cette brume, cet état un peu brumeux, vaporeux dans lequel j'étais, je voyais comme dans un écran avec ses grands yeux, quoi. Je voyais que ses grands yeux vraiment dans les miens. Et je sentais dans l'intensité de son regard, je sentais qu'elle... comme si elle avait envie dans son cœur de me déverser tout ce que normalement j'aurais dû vivre dans un accouchement par voie basse, quoi. Toute une transmission de femmes. Ça a été vachement fort. Ça t'a permis de vivre cette expérience du coup Ouais.
avait cette sensation qu'on n'était pas prêt. Effectivement, il y a eu cette fissure de la poche des os. Mais on n'aurait jamais dû déclencher cet accouchement. Pour moi, que ce soit mon fils, que ce soit moi, ou peut-être que moi, peu importe, on n'a pas eu cette préparation naturelle avec ces contractions qui arrivent petit à petit, qu'on apprend à gérer, on respire, on gère sa douleur, on se rassure. Bon, il n'y a pas eu tout ça. Et il est clairement établi que même après une fissure de la poche des os, on peut attendre 72 heures sans qu'il y ait trop de risques. En plus, j'étais sous antibiotiques. Qu'est-ce qu'on risquait? J'étais sous monitoring. S'il commençait à y avoir danger pour le bébé, on l'aurait su. Et j'ai même une amie qui a fissuré, qui a accouché 15 jours, qui a été à la maternité que 15 jours après sa fissure, et qui n'a eu aucun souci sur son enfant. Voilà, je me dis que naturellement, on avait tout pour que ça se passe bien. Alors effectivement, il y avait cette notion de poids mais de mon fils. Mais bon, la veille, à 4,5 kg, il n'y avait aucun problème avec mon bassin pour qu'il passe. À 5 kg, je me dis que c'est peut-être aussi quelque chose qui a rassuré l'obstétricien, de me dire on a bien fait. Bon, il y a des mamans, même pour leur premier, qui ont eu des gros enfants. Voilà, donc moi, je pense vraiment que naturellement, biologiquement, on n'était pas prêt à ce moment-là et on n'aurait pas dû déclencher. Voilà. D'accord. Et pour toi, le deuil de cet accouchement idéal, il est fait aujourd'hui? Non, il n'est pas fait. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont cicatrisées, mais non, il n'est pas. Non, cette violence, elle n'est pas faite. Non. Et puis cette sensation que peut-être jamais, bon, j'ai 36 ans maintenant, je suis célibataire, jamais avoir ce passage-là, parce que bon, j'avais lu beaucoup de témoignages, cette espèce de lâcher-prise, enfin, quand l'enfant naît, cette connexion aussi avec son animalité, au moment où on accouche, tout ça, j'aurais vraiment voulu le connaître. Bon, c'est pas fini, c'est pas... Voilà. Et puis, tout se passait en fait à côté de tout ça. Ouais, je pense que je suis passée à côté de mon accouchement. Finalement, je n'en veux pas tellement au corps médical, je m'en veux à moi de ne pas avoir eu suffisamment confiance en disant non, je ne souhaite pas qu'on m'introduise ce ballon pour me déclencher mécaniquement. Ouais, j'aurais aimé avoir cette confiance-là à ce moment-là. Et puis, il y a des histoires familiales c'est rigolo, qui se rejoignent par rapport à mon accouchement, donc j'ai peut-être vécu des choses aussi que j'avais à vivre. Donc maintenant, voilà, je peux en parler. J'en suis encore émue, mais j'en suis pas émue de souffrance, j'en suis émue parce que c'était aussi un beau moment. Voilà, qu'il arrive enfin et qu'il arrive en pleine forme. Ça aurait pu être nettement pire que ça. Ouais, je pense que c'est pas facile de trouver l'information. Je ne sais pas après au niveau du personnel médical s'il y a de la rétention d'informations, si eux-mêmes ne savent pas. Voilà, quand j'ai dit pour mon dernier à mon gynécologue, je ne viendrai vous voir que pour les échographies, je me fais suivre par une sage-femme parce que je vais accoucher à domicile. J'ai eu droit à bon, ça se pratique encore. C'était ironique. Donc, ouais, je pense que je savais pas où trouver les informations et je pense que de toute façon, j'aurais pas pu assumer à ce moment-là. J'étais trop dans le cadre, voilà, c'est le médecin qui sait, donc on va le laisser faire. C'est de voir après, voilà, ce qui se passait autour de moi, de rencontrer d'autres personnes pour qui ça s'était passé différemment, où je me suis dit, mais non, c'est pas quelque chose de naturel, ce qui s'est passé. Ça peut se passer autrement, je peux avoir le choix. Donc la première fois, je dirais pas que c'est pas que j'ai eu le choix, c'est que je savais pas, donc... Avec le recul, je me dis que j'ai subi, mais sur le moment, je ne me suis pas posé la question, surtout. Je ne me posais aucune question. Je vais y aller. Les autres, elles accouchent, bah moi aussi. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, j'étais pas préparée. Je pense que tout le monde a des vrais désirs, mais de là à les exprimer, c'est pas toujours aussi simple. Hein, parce que aussi, on peut être frustré de ne pas pouvoir... arriver à assouvir justement ces désirs-là. Donc il y en a certains, je suis convaincue qu'ils les gardent pour eux, hein, ces désirs, et qui vont plus vers ce qu'on peut leur proposer.